Imaginez la scène. Votre chef vous envoie un court message. Passez me voir après le déjeuner. C'est tout. Et là, votre monde s'écroule. Des centaines de scénarios vous traversent l'esprit. Vais-je être viré? Où est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le déjeuner vous reste en travers de la gorge, votre cœur s'emballe, le moral est à zéro. Et puis, vous entrez dans le bureau, et votre chef vous demande simplement de l'aider sur une présentation. Ça vous parle? Et si je vous disais que le problème n'était pas le message de votre boss, mais l'histoire que vous vous êtes racontée vous-même? Et s'il existait une méthode pour contrôler vos réactions face à n'importe quel événement? Aujourd'hui, nous allons dévoiler un secret découvert par un ancien philosophe esclave, Épictète. Une seule phrase simple qui peut transformer à jamais votre perception du monde et vous apporter une véritable paix intérieure. Préparez-vous après cette vidéo, votre cerveau ne sera plus votre ennemi. Avant de plonger au cœur du sujet, faisons un petit détour par la Rome antique. Il y a près de 2000 ans, un homme du nom d'Épictète y vivait. Son histoire est, en elle-même, une leçon de résilience. Né esclave, il a subi des privations et des brutalités dès l'enfance. Un jour, son maître, pris de colère, lui brisa la jambe, le laissant boiteux à vie. Pourtant, même en esclavage, il découvrit quelque chose que personne ne pouvait lui retirer, la liberté de son esprit. Une fois affranchi, il est devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, aux côtés de l'empereur Marc Aurèle et du dramaturge Sénèque. Son enseignement n'était pas une théorie compliquée, c'était un système pratique pour survivre et s'épanouir dans un monde brutal. Et au fondement de ce système, il y avait cette pensée géniale et simple dont nous allons maintenant parler. Alors, la voici, cette formule essentielle, le véritable cœur du stoïcisme. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Décortiquons-la ensemble. Imaginez qu'un événement n'est qu'un simple fait. Par exemple, il pleut, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste de l'eau qui tombe du ciel, mais c'est là que notre esprit entre en jeu. Notre juge intérieur commence alors à émettre ses verdicts. Une personne pense « Génial, la pluie, l'air va être frais et mes plantes vont être ravies ». Elle ressent de la joie. Une autre pense « Horreur, la pluie, mon pique-nique est annulé, je vais devoir rester à la maison, déprimée ». Elle ressent de la déception et de la tristesse. Remarquez bien, l'événement est identique, la pluie. Pourtant, les réactions émotionnelles sont diamétralement opposées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas causées par la pluie, mais précisément par les jugements, les évaluations que chacun a attribuées à ce fait neutre. C'est la première clé vers la liberté, comprendre qu'il existe un espace entre l'événement et votre émotion. Et dans cet espace réside votre super-pouvoir, le pouvoir de choisir votre jugement. Plongeons-nous dans la notion de jugement. De quoi s'agit-il exactement? Dans le contexte du stoïcisme, un jugement n'est pas une simple pensée. C'est l'histoire que nous nous racontons à propos d'un événement. C'est l'étiquette que nous lui collons. C'est, en fait, notre interprétation. L'événement est une toile vierge. Le jugement, ce sont les couleurs avec lesquelles nous la peignons. Prenons un exemple. Votre ami ne répond pas à votre message. C'est un fait, rien de plus. Mais vous pouvez peindre un tableau mental. Il m'ignore, je ne suis pas important pour lui. Notre amitié est finie. Cette interprétation générera immédiatement du ressentiment et de l'anxiété. Ou bien vous pouvez en dessiner une autre. Il est probablement occupé ou n'a simplement pas vu mon message. Il me répondra quand il sera libre. Cette seconde image vous permettra de préserver votre calme. Les jugements sont des habitudes mentales. Nous collons des étiquettes de bon et de mauvais si souvent et si rapidement que nous ne remarquons même plus ce mécanisme. Les stoïciens nous exhortent à ralentir, à faire une pause et à examiner consciemment ces étiquettes avant qu'elles ne s'accrochent à la réalité et ne prennent le contrôle de nos émotions. Mais d'où provient donc notre souffrance? Épictète affirme qu'elle naît d'une lutte vaine contre la réalité. Nous souffrons lorsque nous exigeons du monde qu'il se plie à nos attentes. Quand nous crions après la pluie pour qu'elle cesse, nous n'avons pas seulement l'air stupide, nous nous faisons du mal. Nous souffrons lorsque nous nous énervons contre les embouteillages, comme si notre colère pouvait faire avancer les voitures plus vite. Nous souhaitons que le monde soit différent, mais il est ce qu'il est. C'est ce choc entre nos désirs et la réalité immuable
qui est la source de notre frustration, de notre colère et de notre déception. Le stoïcien n'essaie pas de changer le monde par la seule force de sa volonté. Il sait que c'est une tâche impossible. Au lieu de cela, il modifie la seule chose qu'il peut contrôler, ses jugements. Il ne dit pas « cette pluie est horrible, elle n'aurait jamais dû tomber ». Il se dit plutôt « il pleut, comment puis-je utiliser ce temps au mieux ?» C'est là que réside la transition, passer du combattant souffrant, luttant contre des moulins à vent, au sage maître de sa propre vie. Prenons un exemple classique que tout habitant d'une grande ville connaît bien, le fameux embouteillage. Imaginez-vous, vous êtes en voiture, pressé d'arriver à un rendez-vous important. La file devant vous est immobile. C'est un événement, un simple fait, absolument neutre. Intéressons-nous maintenant au jugement. Le premier, le jugement automatique, fuse. C'est une catastrophe. Je vais rater mon rendez-vous. Mon patron va me massacrer. Ma journée est gâchée. Je hais cette ville. Quelles émotions cela génère-t-il? De la colère, du stress, un sentiment d'impuissance. Votre rythme cardiaque s'accélère. Vous klaxonnez. Vous vous mettez à jurer. Votre corps et votre esprit entrent en état de guerre avec la réalité. Maintenant, essayons un jugement différent. Oui, je suis coincé. C'est un fait que je ne peux pas changer. Je vais prévenir de mon retard. Et en attendant, ce temps non prévu, je peux l'utiliser. Je peux écouter un podcast passionnant, terminer ce livre audio ou tout simplement prendre le temps de respirer et de me relaxer. Vous sentez la nuance? L'embouteillage est toujours là, mais votre état intérieur, lui, a changé du tout au tout. Vous êtes passé du mode victime au mode contrôle sur la seule chose qui soit véritablement en votre pouvoir, votre propre perception. Cette idée de modifier nos jugements nous révèle l'incroyable pouvoir de la perspective. En substance, nous devenons les architectes de nos propres émotions. Si notre jugement initial sur un événement nous rend malheureux, nous pouvons le reconstruire. Vous avez perdu votre emploi? Premier jugement, c'est la fin du monde, je suis un échec, je ne retrouverai jamais rien de mieux. Le résultat? Désespoir et apathie. Deuxième jugement, c'est un tournant inattendu. Oui, c'est difficile pour l'instant, mais c'est l'occasion de trouver un travail qui me plaît vraiment, ou même de me lancer à mon compte. Le résultat? Espoir et motivation. Attention, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt de chercher une interprétation constructive et utile pour soi. Demandez-vous, comment puis-je considérer cette situation autrement? Quelle leçon puis-je en tirer? Quelle opportunité est cachée là-dedans? Bien souvent, le simple fait de poser ces questions affaiblit déjà l'emprise du jugement négatif et ouvre la voie à des émotions plus saines et plus productives. C'est cela, la véritable alchimie mentale, transformer le plomb des difficultés en or de la sagesse. Au cœur de tout ce système réside un principe fondamental du stoïcisme qu'Épictète nommait la dichotomie du contrôle. Il est d'une simplicité désarmante, comme toutes les grandes idées. Toutes les choses dans le monde se divisent en deux catégories, celles qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Dépendent de nous, nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos actions. En d'autres termes, l'intégralité de notre monde intérieur. Ce qui est hors de notre contrôle, c'est pratiquement tout le reste. La météo, l'économie, le passé, les autres, leurs opinions, notre santé et même la durée de notre vie. Le bonheur et la sérénité, selon les stoïciens, s'installent lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie à vouloir contrôler la seconde catégorie et que nous nous concentrons entièrement sur la première. Se mettre en colère contre la pluie, c'est de la folie. Se tracasser de ce que les autres peuvent penser de vous, c'est absurde. Regretter le passé, c'est improductif. Toutes ces actions représentent des tentatives de maîtriser l'incontrôlable. La seule chose que vous pouvez contrôler à 100%, c'est la manière dont vous choisissez de percevoir et de juger ces événements. Et c'est cela, selon Épictète, la seule chose qui compte vraiment. Appliquons la dichotomie du contrôle à un sujet aussi sensible que la critique. Imaginez que quelqu'un vous dise quelque chose de blessant ou laisse un commentaire acerbe sur Internet. C'est un événement, et cet événement échappe à votre contrôle.
Vous ne pouvez pas forcer l'autre personne à penser ou à parler différemment de vous. C'est là qu'intervient votre jugement. Première option, mais comment ose-t-il? C'est injuste. Je dois être une personne horrible si les gens parlent de moi comme ça. Ce jugement démolit complètement votre sérénité, car vous liez votre bien-être à ce qui ne dépend absolument pas de vous, l'opinion d'autrui, et maintenant l'option du stoïcien. Deuxième jugement, cette personne a exprimé son avis, son opinion lui appartient, et non à moi. Sa critique contient-elle une part de vérité dont je pourrais tirer une leçon? Si oui, merci pour le conseil gratuit. Sinon, ce n'est que du bruit, c'est son problème, pas le mien. Ce type de jugement érige un bouclier impénétrable entre le monde extérieur et votre tranquillité intérieure. Vous reconnaissez l'existence de ces paroles, mais vous refusez de leur donner du pouvoir sur vous. Ce n'est pas être insensible, c'est être invulnérable. Les stoïciens étaient de grands réalistes. Ils ne voyaient pas la vie en rose. Au contraire, ils pratiquaient ce qu'on appelle la préméditation des mots ou la visualisation négative. Ça peut paraître sombre, mais c'est en réalité un outil extrêmement puissant pour entraîner notre jugement. L'idée principale est de réfléchir à l'avance à tout ce qui pourrait mal tourner, non pas pour sombrer dans l'anxiété, mais pour préparer nos réactions. Si vous allez à l'aéroport, imaginez une minute que votre vol soit retardé. Si vous allez à un entretien, imaginez que l'on vous refuse le poste. Pourquoi? Pour que, si cela arrive, votre première pensée ne soit pas « Oh non, c'est la catastrophe », mais plutôt « Oui, j'avais envisagé cette possibilité. C'est désagréable, mais ce n'est pas la fin du monde. Quelle est ma prochaine étape ?» Lorsque vous vous préparez à l'avance aux difficultés, elles perdent leur pouvoir de choc. C'est comme si vous vous faisiez vacciner contre la déception. Vous n'attendez pas le pire, mais vous y êtes prêt. Et cela vous donne un avantage énorme car la plupart des gens s'écroulent face à un problème inattendu, tandis que vous l'affrontez avec un esprit préparé et serein. Épictète a longuement abordé le rôle crucial de nos désirs et de nos aversions. Selon lui, nous nous asservissons aux choses dès que nous les désirons avec trop d'ardeur ou que nous craignons excessivement de les voir nous échapper. Si votre bonheur est subordonné à l'obtention d'un nouveau poste, vous avez de facto transféré le pouvoir sur votre propre joie à votre supérieur hiérarchique. Si vous êtes terrifié à l'idée de tomber malade, vous souffrez déjà de cette maladie avant même qu'elle ne se déclare. Le problème n'est jamais dans les choses elles-mêmes, mais dans l'attachement que nous leur portons. La solution stoïcienne est donc simple. Modérer nos désirs concernant tout ce qui échappe à notre contrôle et réserver nos aversions uniquement à ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos propres défauts, la paresse ou la lâcheté. Cessez de vouloir que les événements se déroulent comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt qu'ils se déroulent tels qu'ils se présentent. Cela peut paraître passif, mais c'est en réalité la forme la plus élevée de proactivité. Vous ne luttez pas contre le courant de la rivière, vous manœuvrez votre embarcation avec habileté au gré de ce courant quelle que soit sa force ou sa direction. Le célèbre psychologue Viktor Frankl, qui a survécu aux horreurs des camps de concentration, écrivait « Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réaction. » Cette idée est un pur écho de l'enseignement d'Épictète. D'habitude, nous agissons par automatisme. Stimulus, quelqu'un nous coupe la route. Réaction, la colère, les cris. Stimulus, une mauvaise nouvelle. Réaction, le désespoir. Nous ne remarquons pas cet écart, cet espace où le choix est possible. L'objectif du stoïcien en pratique est d'élargir cet espace. Quand quelque chose se produit, il faut actionner la pause mentale. Prendre une inspiration, et avant de porter un jugement et de réagir, se demander qu'est-ce qui est en mon pouvoir ici et qu'est-ce qui ne l'est pas, quel jugement me sera le plus profitable. Ce court instant de pleine conscience, c'est justement la transition entre une réaction animale et une réponse humaine et réfléchie. Chaque fois que vous réussissez à actionner cette pause, vous devenez plus libre et moins dépendant des déclencheurs extérieurs. Vous cessez d'être la marionnette des circonstances pour devenir le maître de votre esprit. Les mots que nous choisissons pour décrire les événements ont une importance capitale, car ils sont la base même de nos jugements. Comparez ces deux phrases.
La première, c'est une catastrophe totale, ma vie est fichue. La seconde, je suis face à une difficulté sérieuse et je dois élaborer un plan d'action. Les deux peuvent décrire la même situation, un licenciement par exemple. Mais la première phrase, c'est un verdict, elle nous paralyse et nous ôte tout espoir. La seconde, c'est un défi, elle nous mobilise et nous pousse à trouver une solution. Les stoïciens prônaient la précision et l'objectivité dans le langage. Au lieu de dire « j'ai passé une journée horrible », essayez plutôt « des événements que j'ai jugés désagréables se sont produits aujourd'hui ». Ça peut sembler anodin, mais ce n'est pas le cas. En éliminant de votre discours les jugements catastrophiques et émotionnels, vous entraînez votre cerveau à voir les choses telles qu'elles sont, sans couche de dramatisation. Vous cessez de jeter de l'huile sur le feu de vos propres émotions négatives et commencez à percevoir des faits concrets sur lesquels vous pouvez agir, plutôt que des tragédies que vous ne pouvez que subir. Commençons par déconstruire un mythe très répandu. Beaucoup croient que le stoïcisme est une doctrine visant à faire de nous des robots sans émotion, nous forçant à réprimer tous nos sentiments et à garder un visage impassible. C'est fondamentalement faux. Épictète et les autres stoïciens n'ont jamais appelé à se débarrasser de nos émotions. Ils exhortaient plutôt à se défaire des émotions destructrices et irrationnelles, comme la colère incontrôlée, la peur panique ou la jalousie dévorante. D'où proviennent ces émotions? Elles naissent, bien sûr, de jugements erronés. Le stoïcien, lui, ressent la joie, l'amour et la compassion, mais son objectif est d'atteindre l'état qu'il nommait apathéiako, terme souvent traduit à tort par apathie. La traduction correcte est la sérénité ou l'imperturbabilité. C'est un état où votre paix intérieure ne dépend plus des tempêtes extérieures. Vous ne réprimez pas vos sentiments. Vous empêchez simplement les faux jugements de créer des ouragans là où il devrait y avoir une légère brise. Le but du stoïcien n'est pas le vide, mais un esprit clair et serein, capable de réagir adéquatement à la réalité. L'un des outils pratiques les plus puissants des stoïciens, c'est l'exercice de la description objective. Face à un événement qui provoque chez vous une forte réaction émotionnelle, essayez de le décrire comme le ferait un observateur scientifique et impartial. Éliminez tous les jugements de valeur, tous les adjectifs qualificatifs et toutes vos interprétations personnelles. Par exemple, au lieu de ruminer « mon vilain collègue a volé mon idée géniale et l'a présentée à la hiérarchie comme la sienne », juste pour me nuire. Essayez plutôt de formuler ceci. Lors de la réunion, mon collègue a présenté une idée similaire à celle que j'avais exprimée précédemment. Notre supérieur a salué cette idée. Sentez la différence. La première formulation est pleine de rancœur, d'amertume et de suppositions sur les motivations d'autrui que vous ne pouvez pas connaître. La seconde est une simple constatation de faits bruts. Lorsque vous vous en tenez aux faits nus, la charge émotionnelle retombe immédiatement. La situation cesse d'être une catastrophe insurmontable et se transforme en un problème concret à résoudre. Peut-être devriez-vous parler à ce collègue ou en discuter avec votre chef. Le regard objectif vous ouvre la voie de l'action constructive, tandis que l'évaluation émotionnelle vous maintient prisonnier du ressentiment. À ce stade, un sceptique pourrait objecter « D'accord, cette approche fonctionne pour les bouchons ou les commentaires désagréables. Mais qu'en est-il des véritables tragédies? La perte d'un être cher, une maladie grave, la trahison. Faut-il vraiment considérer cela comme de simples événements neutres? C'est une question essentielle et légitime. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils n'ont jamais prétendu qu'il fallait se réjouir d'une tragédie. Ils affirmaient qu'un choix nous restait, même dans les circonstances les plus sombres. Ce choix n'est pas de ne pas ressentir la douleur, cela serait inhumain, mais dans la manière dont nous allons réagir à cette souffrance. Allons-nous la laisser nous anéantir entièrement, ou trouverons-nous la force d'affronter ce deuil, d'en tirer des leçons, de trouver un sens nouveau et de continuer à vivre dignement? L'événement, la perte, échappe à notre contrôle, mais notre réaction, la résilience, le courage, la quête de sens, est entre nos mains. La philosophie stoïcienne n'est pas un anesthésiant. C'est un outil puissant pour forger notre force et notre dignité face aux souffrances inévitables de l'existence. Une autre source de nos souffrances réside dans la tyrannie du mot « il faut ». Nous vivons prisonniers d'un ensemble de règles colossales que nous nous sommes nous-mêmes imposées,
sur la manière dont le monde devrait se comporter. Les gens devraient être polis, mon patron devrait apprécier mon travail, il devrait faire beau pendant mon jour de congé, les voitures ne devraient jamais tomber en panne. Et chaque fois que la réalité ne se conforme pas à notre code de conduite, nous sommes submergés par la colère et la déception. Nous en voulons au monde pour ne pas obéir à nos exigences, mais la vérité, c'est que le monde se fiche complètement de nos « il faut ». Les gens sont parfois impolis, les patrons sont parfois injustes, le mauvais temps existe, les stoïciens nous proposent de remplacer ce « il faut » par « je préfère ». Je préfère que les gens soient courtois, mais je suis prêt à accepter qu'ils puissent être différents. Je préfère que ma voiture ne tombe pas en panne, mais je comprends que cela puisse arriver. Ce simple changement élimine de l'équation l'élément d'exigence et de ressentiment. Vous cessez d'être un juge perpétuellement insatisfait pour devenir un joueur adaptable et flexible dans le jeu que l'on appelle la vie. Il est crucial de comprendre que nos jugements ne sont pas des actions ponctuelles, mais des habitudes mentales profondément ancrées. Pendant des années, voire des décennies, nous avons pratiqué l'étiquetage automatique. Il ne faut donc pas s'attendre à lire un seul article ou regarder une seule vidéo et devenir instantanément un sage imperturbable. C'est impossible. Travailler sur ses propres jugements, c'est un entraînement quotidien, une véritable discipline de fitness mentale. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir une réaction négative et automatique, vous obtenez une nouvelle occasion de pratiquer. Chaque fois que vous appuyez sur pause et choisissez consciemment un jugement plus constructif, vous musclez votre fibre de la pleine conscience. Au début, ce sera difficile. Votre cerveau aura tendance, par pure habitude, à basculer dans le drame et la catastrophisation. Mais avec le temps, grâce à une pratique constante, ces nouveaux jugements, plus sages, deviendront une seconde nature. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la récompense de ce marathon, c'est la paix intérieure. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, nous offrait un exercice puissant pour modifier notre perspective, celui du regard d'en haut. Lorsque vous êtes submergé par l'anxiété face à un problème, essayez de vous élever mentalement au-dessus de la situation. Commencez par vous observer, vous, votre maison, votre rue, puis montez encore et regardez votre ville, votre pays, le continent tout entier, encore plus haut, et voilà que vous apercevez la planète entière, cette petite bille bleue qui file dans le noir infini du cosmos. Et maintenant, sur cette petite bille, essayez de localiser votre problème. Quelle est son importance à l'échelle de la planète, à celle du système solaire, à l'échelle de l'éternité? Cet exercice n'est pas là pour minimiser ce que vous ressentez, il est là uniquement pour vous aider à le replacer dans sa juste perspective. La plupart des choses qui nous semblent être la fin du monde à l'instant T ne sont, en réalité, qu'une minuscule poussière sur l'immense toile de l'existence. Cette perspective aide à prendre du recul face aux émotions éphémères et à distinguer ce qui est véritablement essentiel de ce qui n'est que pure agitation et futilité. Une des plus grandes sources d'anxiété, c'est l'opinion des autres. Nous craignons le jugement, nous recherchons l'approbation, et nous nous comparons sans cesse à autrui. Pour un stoïcien, c'est un piège classique. Que pense réellement l'autre personne de vous? Cela est entièrement sous son contrôle, et par conséquent hors de votre portée. Essayer de plaire à tout le monde, c'est comme essayer de contrôler la météo. C'est une dépense d'énergie inutile qui fait de vous l'otage du jugement d'autrui. Épictète disait « Si vous voulez progresser, soyez prêt à paraître ignorant et stupide sur certains sujets. » La véritable estime de soi doit venir de l'intérieur, de la certitude que vous agissez justement et que vous vivez en accord avec vos principes. Quant à ce que les autres en pensent, cela ne les regarde qu'eux. Lorsque vous saisirez cela, vous gagnerez une liberté incroyable. Vous pourrez alors dire ce qui est juste et faire ce qui est nécessaire sans devoir constamment vous soucier des juges que représentent les autres. La pratique de la gratitude est un puissant antidote au jugement toxique. Par défaut, notre cerveau est programmé pour identifier les problèmes et les menaces. C'est un mécanisme de survie hérité de l'évolution. C'est pourquoi nous repérons si facilement tout ce qui cloche et tenons pour acquis tout ce qui va bien.
La gratitude permet de délibérément changer ce prisme. Au lieu de vous lamenter parce que votre voiture est tombée en panne, ce qui est un jugement négatif sur l'événement, vous pouvez remercier d'avoir des jambes pour marcher ou d'avoir accès au transport en commun. Plutôt que de pester contre la pluie, soyez reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de votre tête, en vous rappelant régulièrement, chaque matin ou chaque soir par exemple, de noter ou de penser aux choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, vous entraînez votre cerveau à émettre des jugements positifs. Vous commencez à voir l'abondance plutôt que le manque. Cela n'élimine pas les problèmes, mais cela crée un puissant environnement positif qui permet d'aborder les difficultés avec beaucoup plus de légèreté. En définitive, ce dont parlait Épictète, c'est le chemin vers la forme suprême de liberté. Non pas la liberté politique ou financière, mais la liberté intérieure. Épictète, qui était esclave, était plus libre que bon nombre d'empereurs, car il avait compris que rien ni personne ne pouvait le forcer à penser d'une certaine manière. On pouvait lui prendre son corps, ses biens, même sa vie. Mais sa capacité à juger, son monde intérieur, sa citadelle de la raison, demeuraient inviolables. Lorsque vous réalisez que votre souffrance n'est pas engendrée par le monde extérieur, mais par vos propres réactions face à lui, vous retirez au monde son pouvoir sur votre bonheur. On ne peut plus vous faire chanter, vous intimider, ni vous déstabiliser contre votre gré. Les tempêtes extérieures pourront continuer de faire rage, mais en vous régnera une paix profonde. C'est là la simplicité géniale et la force inébranlable du stoïcisme. C'est une force accessible à chacun de nous, ici et maintenant. Il suffit de faire le choix. Alors, quelle est la conclusion principale? On croit souvent que nos pires ennemis sont un patron tyrannique, la crise économique ou l'injustice du monde. Mais, comme nous l'avons découvert aujourd'hui, notre ennemi le plus redoutable et le plus dangereux, c'est ce narrateur incontrôlable logé dans notre propre esprit. C'est lui qui transforme les événements neutres en véritables catastrophes et les petits revers en tragédies aux proportions cosmiques. La génialité de la phrase d'Épictète réside justement là. Elle nous offre la clé pour reprendre le contrôle de ce narrateur. Elle nous le rappelle, les événements se produisent, c'est tout. Mais l'histoire que nous allons en faire, qu'elle soit triste, acerbe, ou qu'elle raconte notre croissance et notre résilience, ne dépend que de nous. C'est cela, la véritable liberté, celle que personne ne pourra jamais vous enlever. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la sagesse des stoïciens a trouvé un écho en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs décryptages. Et maintenant, une question pour vous. Quel événement récent a provoqué chez vous une réaction particulièrement forte et comment pensez-vous que votre propre jugement sur cet événement a influencé vos émotions? Partagez votre histoire dans les commentaires, apprenons les uns des autres. À très bientôt.